Je m'appelle Greta, j'ai 16 ans et je suis pessimiste. Dur, dur d'être optimiste, dur, dur d'être optimiste. Oh là 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 là, dur, dur d'être optimiste. Salut à tous, c'est Benoît de Solidarité et Progrès. Aujourd'hui, il va falloir être très optimiste parce que le sujet que je vais aborder est très polémique. La croissance. S'il y a bien un truc qui passionne les foules en ce moment, c'est bien la croissance. Mais surtout l'opposition à la croissance. Entre les marcheurs pour le climat, les collapsologues, ceux qui parlent d'instaurer des permis de procréer, ceux qui veulent juste un peu de sobriété, puis ceux qui veulent un retour à la vie sauvage, bon, il y en a pour tous les goûts. Alors entendons-nous bien. Je comprends qu'on puisse en arriver là. Il y a des raisons objectives à tout ça. Le pic pétrolier, l'épuisement des ressources, la pollution de l'environnement, la croissance démographique exponentielle, et surtout le cynisme des acteurs économiques, qui font comme si tout allait bien, mais qui ne font rien pour préparer une véritable transition. Donc ok, c'est légitime de s'énerver, mais bon, là j'ai l'impression qu'on est un peu pris entre deux feux, entre d'un côté les pro-croissance qui font rien pour que ça continue, et puis les anti-croissance qui n'ont aucun plan pour faire vivre 7 milliards d'habitants et qui semblent attendre l'effondrement comme ça, tranquille. Je veux bien qu'on soit affolé devant des défis qui semblent insolubles, mais la panique n'a jamais fait progresser personne. Alors mon objectif aujourd'hui, c'est de revenir aux fondamentaux, de répondre à la question première, celle qui est à la base de toutes les peurs contemporaines, celle que tout le monde se pose. Comment est-ce possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini? C'est vrai, c'est fou comme idée. Infini dans un monde fini. Ça marche pas. Eh bien, on pourrait répondre que c'est possible. Mais, il y a un mais. Cela suppose qu'on se rende compte des présupposés que l'on a sur la notion de croissance, d'infini et de fini, et même sur la notion de ressources. Je vous préviens, ce que je vais vous dire, ça va pas vous plaire tout de suite. Alors soyez patient, allez jusqu'au bout de la vidéo, et je vous garantis que vous aurez une toute autre image de l'espèce humaine et de l'avenir après. Peut-être. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par croissance? En règle générale, on pense à toujours plus de choses matérielles par personne, toujours plus de consommation. La démographie est également un facteur de croissance. Si l'on fixait le nombre de choses par personne, mais que le nombre de gens augmentait, eh bien mécaniquement, le nombre de choses augmenterait. Ça, c'est la croissance quantitative. Mais il y a un autre type de croissance, ce qu'on pourrait appeler le toujours mieux. Par exemple, une qualité de vie en croissance, une santé en croissance avec une meilleure alimentation, de meilleurs soins, une culture et une éducation en croissance. Ça, c'est la croissance qualitative. Or, on constate que cette croissance qualitative a une influence sur la démographie, puisque plus les gens sont en bonne santé, plus ils vivent longtemps, et plus le nombre s'accroît. Le qualitatif a donc une influence sur le quantitatif, et vice-versa, puisque le nombre de choses matérielles à disposition de chacun peut améliorer aussi la qualité de vie. Et c'est bien pour ça que la mesure phare en économie, le produit intérieur brut, est bien incapable de mesurer réellement cette croissance. Ça reste une approximation d'un phénomène plus complexe. L'économiste américain Lyndon LaRouche a étudié toute sa vie ce phénomène de la croissance de l'espèce humaine. Et il a cherché à découvrir des principes physiques universels qui pouvaient la caractériser. L'observation de la croissance démographique humaine, dans un premier temps, nous livre plusieurs résultats. D'abord, on voit qu'elle va de pair avec une croissance de l'espérance de vie. Le nombre de naissances à lui seul ne suffit pas à l'expliquer. Ensuite, elle est absolument corrélée à une augmentation de la densité démographique en moyenne sur toute la planète. On arrive à faire vivre de plus en plus d'êtres humains sur la même surface terrestre. Évidemment, il existe des disparités selon les régions du monde. Mais à quoi sont-elles dues? D'une part, aux conditions du territoire sur lequel vivent les humains. Selon qu'on est en plaine, en montagne, en bord de mer ou de fleuve, les contraintes ne sont pas les mêmes. Le climat local joue également beaucoup. Mais plus que tout, ces disparités sont dues à la capacité de la société à s'adapter à ce territoire, qui dépend des connaissances scientifiques et technologiques, des pratiques religieuses et morales, et du régime politique, entre autres. La densité démographique est donc relative, mais surtout elle est relative à la capacité humaine de maîtriser ces paramètres pour faire vivre la population. Sur chaque parcelle de territoire se pose la question de comment produire suffisamment de nourriture pour tout le monde, comment protéger la vie contre les diverses menaces de l'environnement, comment améliorer le confort de vie matériel pour éviter les souffrances inutiles, ou comment offrir à chacun le temps de cultiver son esprit et de découvrir le fonctionnement de la nature. L'organisation de la société face à ces questions
déterminera sa densité démographique relative. Le potentiel futur de cette densité démographique relative pourra être plus grand ou plus petit selon le potentiel de développement de la société. Pour Larouche, il doit exister donc un critère pour prévoir l'évolution de ce potentiel démographique dans le futur, vers l'accroissement ou vers la diminution. Bon, je ne vais pas vous apprendre que depuis les débuts de l'humanité, la croissance dépend des ressources utilisables par l'homme. C'est assez clair. Mais en même temps, on ne peut pas détacher l'idée de ressources de l'idée de découverte humaine. Ou pour le dire autrement, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui ont des équipes de chercheurs à plein temps. Je m'explique. Si on prend un silex, bon à la base, c'est un bête caillou, on n'en fait pas grand-chose. Mais le fait de le tailler délibérément pour lui faire prendre une forme plus efficace, redéfinit le caillou et son rôle. Il devient une ressource, ce qui n'était pas avant. Si on prend le bois, il a été utilisé longtemps pour fabriquer des abris, des outils, mais avant la découverte du feu, il ne servait guère comme ressource énergétique. Sa qualité de ressource a donc évolué. Les métaux, comme le fer, le cuivre ou l'étain, ne sont en tant que tels que des roches dures de différentes couleurs. Mais l'idée de faire fondre cette roche, grâce au feu, pour pouvoir la remodeler en un outil, a élevé au rang de ressource, ce qui n'était qu'une matière inerte. Et vous savez aussi peut-être qu'on a retrouvé des objets décoratifs faits avec de l'uranium. Si, parce que ça brille. Et il s'est passé beaucoup de temps avant qu'on envisage de faire de cette roche une ressource énergétique. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que le stock de ce qu'on appelle les ressources dépend entièrement des découvertes scientifiques et technologiques de l'homme. Certes, la Terre nous met à disposition gratuitement de la matière, mais seul l'homme est capable de déterminer ce qui est utile pour son développement, donc ce qui peut être une ressource. Maintenant, prenons un peu de recul sur l'histoire humaine. Ce qu'on voit, c'est qu'à chacune de ces grandes étapes d'évolution, la base de ressources sur laquelle a dépendu la croissance a changé. On n'est pas resté bloqué à un certain stade d'évolution. Et ce que l'on voit comme une croissance relativement continue de notre espèce est en fait due à une succession discontinue de découvertes et de pratiques qui ont déterminé un socle de base, une infrastructure de développement ou ce que Larouche appelle une plateforme économique. Chaque période historique est définie par sa propre plateforme. Ce fut d'abord le silex taillé, les peaux et les os d'animaux, et le bois, avec la maîtrise rudimentaire du feu. La chasse et la cueillette étaient la source unique de nourriture. Puis les différents métaux et alliages ont été introduits. Le cuivre d'abord, puis mélangé avec l'étain, on a eu le bronze, puis le fer. Tout ça grâce à l'invention des bas-fourneaux, utilisés à l'origine pour les poteries de terre cuite. L'agriculture a connu son essor à ce moment-là, avec la traction animale qui jouait un grand rôle. Et toujours le bois comme matière première indispensable pour l'habitat, les outils, les moyens de transport et la navigation, sans oublier la pierre pour les constructions. Pendant plusieurs siècles, on utilise massivement la puissance du vent et des rivières, avec les moulins à vent et à eau, pour remplacer le travail des hommes et des animaux. Mais ça ne pouvait pas répondre aux exigences de la métallurgie. La production et l'utilisation du charbon de bois, obtenu par combustion sans oxygène du bois, va donc permettre d'alimenter les bas-fourneaux avec une énergie plus puissante. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir se développer le charbon de terre, la houille, ou plus communément appelé le charbon. Puis le coke, qui est obtenu par combustion sans oxygène de la houille, à ne pas confondre avec la coke, qui n'a ni la même couleur, ni les mêmes effets. Le XIXe siècle voit alors se développer les hauts fourneaux pour la production de l'acier, les machines à vapeur, les génératrices d'électricité, l'agriculture mécanisée et les machines en général. On y ajoutera la contribution irremplaçable de Pasteur avec l'hygiène et la microbiologie. Le XXe siècle est l'avènement du pétrole et du gaz, de la chimie, du moteur à explosion, de la sidérurgie de pointe, puis vient l'émergence de la fission nucléaire, du numérique globalisé et des énergies dites renouvelables. On voit donc que chaque période de croissance repose sur un socle de ressources, de techniques et de savoirs bien particuliers, découverts par une multitude d'êtres humains et qui forment à chaque fois un ensemble cohérent de moyens mis à la disposition du travail humain pour augmenter la densité démographique relative de la planète. La courbe de la population a donc une cause que l'on peut attribuer
à la succession des découvertes faites par l'humanité à propos de son environnement et des ressources dont elle peut disposer, c'est-à-dire à la succession des plateformes économiques développées par l'humanité. Mais qu'est-ce qui fait que cette succession de plateformes entraîne une croissance de l'humanité? Pourquoi cette succession de plateformes-là en particulier et pas une autre? Très bonne question. Je vous remercie de m'avoir posé. Si on se concentre sur l'étude des sources d'énergie primaire de la société, en mettant de côté provisoirement le reste, qu'est-ce qui distingue les différents types de ressources que l'humanité a utilisées? Le bois, le charbon de bois, l'eau, le vent, le soleil, le charbon, le coke, le gaz, le pétrole, l'uranium. La première différence, c'est combien d'énergie renferme la matière qui les compose. Avec 1 tonne de bois, aurais-je la même énergie qu'avec 1 tonne de charbon, 1 tonne de pétrole, 1 tonne d'uranium ou 1 tonne de vent? Clairement, non. La combustion d'1 tonne de bois libère une énergie équivalente à la combustion de 260 kg de charbon, 170 kg de pétrole, c'est-à-dire 1,5 baril, et à la fission de 80 mg d'uranium. On dit que la densité d'énergie de chaque combustible est plus ou moins grande, et dans notre cas, elle va croissant. Pour le vent et l'eau, c'est un peu plus compliqué de comparer parce qu'il faut calculer une énergie cinétique d'un flux de matière. Et pour le solaire, c'est encore autre chose puisque c'est un flux de photons convertis en électricité ou en chaleur. Mais ce qui est sûr, c'est que les barrages hydrauliques sont beaucoup plus efficaces que le solaire et l'éolien, parce que ces derniers souffrent d'une densité énergétique très faible. Ils sont très diffus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut en mettre partout pour recevoir pas grand-chose. Il faut environ 2000 éoliennes pour produire la même énergie qu'une seule centrale nucléaire, et environ 1500 hectares de panneaux solaires, ce qui est autant que la surface d'un aéroport Notre-Dame-des-Landes. J'y reviendrai dans un prochain épisode, vous en faites pas. Pour l'instant, ce que je veux que vous reteniez, c'est cette idée de densité énergétique d'un combustible ou d'un flux de matière, et que vous identifiez bien qu'au cours de l'histoire humaine, la densité énergétique utilisée par les êtres humains a augmenté. Du bois au charbon au pétrole, du pétrole à l'uranium. Et que cette augmentation a fait qu'on a utilisé de moins en moins de matière pour obtenir de plus en plus d'énergie et de travail. L'exemple le plus frappant, c'est le passage du bois au charbon. Au XVIIIe siècle, on était en train de détruire la forêt européenne pour alimenter la société en énergie. Mais le changement de base énergétique a permis de sauver les forêts et de les reconstituer. On dit merci qui? Merci le charbon. Ce que cela souligne surtout, c'est que si on n'avait pas changé de type de ressources, on aurait tout simplement épuisé le bois sans pouvoir accroître le niveau de vie humain. Et on aurait fini par un effondrement. Avec des Pablo Servigne qui nous l'auraient sûrement fait remarquer. Ouais. Donc c'est la succession de sauts discontinus d'une densité énergétique relativement plus faible à une densité relativement plus haute qui a permis et qui permet en général la croissance continue de l'humanité. On voit aussi qu'il peut y avoir une limite à la croissance si on ne passe pas à la densité énergétique supérieure. C'est un peu le problème des renouvelables d'ailleurs. Mais cette question de densité ne s'applique pas uniquement à l'énergie, c'est un principe général et universel. Pour avoir une croissance continue et soutenable, il faut aussi une densification de l'habitat, des villes, ou une densification de la production agricole avec de meilleurs rendements par hectare. Et il faut aussi une densification des objets et de leur performance avec une miniaturisation et une augmentation de leur efficacité. Si vous vous posez un instant, imaginez que votre smartphone est aussi grand qu'un silex taillé de la préhistoire. Ça vous donne une idée du chemin parcouru par notre espèce depuis 1 million d'années et de la puissance de cette notion de densité. C'est beau. Allô? Mais je sais, vous, la question qui vous brûle les lèvres, qui vous tiraille, qui vous tenaille, c'est plutôt est-ce qu'on va continuer à croître comme ça indéfiniment? Est-ce qu'on va pas épuiser la planète à force? Ça dépend. Les limites à la croissance sont entièrement relatives à notre connaissance du monde, de la nature et de l'univers qui nous entoure. Une découverte nouvelle peut à tout moment chambouler nos repères, changer notre perspective et notre horizon. Avec l'humanité, il faut s'attendre à tout. Mais bon, il faut reconnaître qu'objectivement, la croissance humaine se fait sur un support physique
qui est la Terre, et que son volume n'est pas extensible à l'infini. On peut certes augmenter la densité énergétique pour éviter de piocher trop rapidement dans le stock non renouvelable de pétrole, de gaz et de charbon. Mais ça ne résout pas du tout la question de la matière qu'il faut extraire chaque jour pour fabriquer les objets de notre quotidien, les machines innombrables qui nous servent et les centrales énergétiques qui font fonctionner tout ce beau monde. Lorsqu'on extrait la matière du sol, en particulier les métaux, on va d'abord se tourner vers les gisements concentrés, et puis quand on les a épuisés, on se tourne vers ceux qui sont moins concentrés, et ainsi de suite. Si on continue linéairement et à la vitesse de consommation actuelle, avec le développement rapide de nombreux pays, il n'est pas difficile de prévoir un épuisement complet des gisements à plus ou moins court terme. C'est pas un scoop, pas de quoi faire le buzz. Mais il faut voir que quand je dis épuisement, je parle des gisements, pas de la matière elle-même. On n'épuise pas la matière en l'extrayant et en l'intégrant dans les objets. Elle disparaît pas. Elle est juste mise sous une autre forme. Si vous prenez votre smartphone, encore une fois, ce n'est qu'un assemblage très complexe de roches naturelles mises ensemble selon un plan défini par un être humain. Ou un démon, je crois. Tout ce que l'on construit est comme ça. Prenez les habitations, les villes, le béton. En fait, ce n'est qu'un réassemblage de roches qui acquiert comme ça une fonction de protection pour l'homme. Je trouve ça intéressant de le voir comme ça, pas vous? Bon, mais cette matière dispersée aux quatre coins du monde dans des objets, certes, elle existe, mais comment est-ce qu'on va la récupérer? C'est la problématique du recyclage, qui, comme chacun sait, ou devrait savoir, n'est pas gratuit. Parce que d'abord, il faut de l'énergie pour recycler, ensuite, il y a forcément des pertes en cours de route, et enfin, plus l'assemblage est complexe, moins il est facile de séparer les différents composants, et donc moins il est possible de récupérer la matière à un coût acceptable. Sans compter l'usure des objets qui dispersent la matière aux quatre vents. Waouh! Mais alors Greta et les collapsologues ont raison. On est foutus. C'est l'effondrement garanti. Ou alors, selon les critères de densité énergétique que nous avons discutés juste avant, il faut trouver une source d'énergie qui soit plus dense que la fission nucléaire et un moyen de séparer efficacement les assemblages complexes de matière à moindre coût. Je me demande si ça peut exister. Parlons de la fusion thermonucléaire contrôlée. La quoi? La fusion thermonucléaire contrôlée. Hein? Ouais, je sais, c'est pas un nom très sexy, mais bon, simplement c'est l'idée de reproduire sur Terre les réactions nucléaires qu'il y a dans le Soleil. Ah. Bah ouais, Greta, le Soleil, c'est une énorme centrale nucléaire. Ouais, désolé. Non. Bon, simplement, c'est l'idée que les atomes d'hydrogène fusionnent à cause des très hautes températures et des très hautes pressions. Contrairement à la fission nucléaire qu'on pratique dans les centrales actuelles et qui est le fait de casser des atomes lourds pour en libérer l'énergie, la fusion consiste à assembler deux atomes légers et à récupérer l'énergie dont ils n'ont plus besoin après leur mise en commun. C'est une sorte de licenciement d'énergie après une fusion-acquisition de deux atomes. Alors accrochez-vous bien, en termes de densité énergétique, la fusion, c'est entre 100 et 1000 fois la fission. C'est donc un excellent candidat pour le prochain stade de la croissance humaine. Mais c'est encore mieux que ce que vous pensez. Parce qu'une conséquence remarquable de la fusion nucléaire, c'est qu'on est capable de produire des températures 10 000 fois supérieures à ce qu'on fait aujourd'hui, de l'ordre de 1 million de degrés. 1 million de degrés. C'est très difficile à imaginer. Aucune matière ne peut résister à cette température-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un peu de difficulté à maîtriser la fusion d'ailleurs. Mais il y a un avantage. Qu'est-ce qui se passerait si je plongeais mon smartphone, plein de métaux enchevêtrés, dans une flamme à 1 million de degrés? Ouais, je sais, je suis un fou. Eh bien, il brûlerait. Certes. Mais qu'est-ce que ça veut dire brûler? Ça veut dire qu'on va disloquer des liaisons chimiques et en reformer d'autres. Sauf que là, on est à 1 million de degrés. Je sais, j'insiste. À 1 million de degrés, il n'y a aucune liaison chimique qui peut se reformer. Mon smartphone se pulvériserait donc simplement en un nuage d'atomes. On appelle ça un plasma. Et ça rend beaucoup plus facile la récupération des différents métaux qui s'y trouvent, puisqu'ils se retrouvent tous isolés les uns des autres en tant qu'atomes. C'est le recyclage ultime. Quelle que soit la complexité de l'assemblage, vous récupérez la matière bien séparée. Encore mieux, si vous prenez n'importe quel volume de terre, n'importe où sur la planète, vous savez qu'il contient un nombre incalculable d'atomes différents,
dont chacun est dans des concentrations très faibles. Mais si vous plongez ce volume de terre dans une flamme à 1 million de degrés, vous pouvez récupérer tous les métaux et les séparer. Intéressant, non? Et en plus, ce sont que quelques exemples du potentiel de la fusion nucléaire. Il y en a plein d'autres. Donc si on veut continuer la croissance de l'humanité, ça paraît indispensable de développer la fusion nucléaire ou quelque chose d'équivalent en termes de densité énergétique. C'est la seule contrainte. La clé pour une croissance infinie dans un monde fini, c'est de chercher dans la physique de l'infiniment petit. C'est comme ça qu'on arrivera à résoudre le paradoxe. Le potentiel de la Terre est bien plus grand que ce qu'on croit quand on va dans cette direction. Bien sûr, ça veut dire des progrès scientifiques et technologiques. Mais bon, je suis désolé, ça fait plus d'1 million d'années que notre espèce fait ça. Je vois pas pourquoi elle s'arrêterait. Par contre, attention, tous ceux qui vous parlent de croissance sans parler d'une transition vers la fusion ou une chose équivalente sont au mieux des vendeurs de rêves, au pire des escrocs bien dodus. On ne peut pas croître indéfiniment en restant au même stade d'évolution. Il faut sans cesse passer à une plateforme de densité énergétique supérieure, sans quoi on épuise les ressources. C'est pour ça qu'il faut se méfier de l'oligarchie financière, industrielle et numérique. Parce que derrière la façade de « je défends la croissance », en fait, ils ne mettent pas un rond pour qu'elle soit réellement durable. Donc faites bien gaffe. Attendez, là, j'ai peut-être oublié un truc, non? J'ai pas parlé de diminuer la consommation, d'investir dans l'efficacité énergétique ou de faire une sobriété frugale, heureuse et solidaire. C'est peut-être ça la solution, en fait. La décroissance. Oh là 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 là. Ou alors, peut-être que la croissance, c'est tellement humain qu'on ne peut pas aller contre. Quand bien même on diminuerait notre consommation sur plein de trucs, ça voudrait dire qu'on aura toutes ces ressources économisées à disposition de plein d'activités excitantes pour l'humanité. La recherche, l'exploration, la santé, la créativité, il y en a plein. L'univers est vaste, il y a tellement de choses à faire. Bon, je vais y réfléchir quand même, je vais écrire un petit article dessus et je vous l'enverrai. Oh là 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 là. Dur d'être optimiste. 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 N'oubliez pas que pour faire croître ces idées, vous pouvez faire un don à Solidarité et Progrès. Ça nous aidera à toucher beaucoup plus de monde. Oh mon Dieu, on va accélérer la croissance si on fait ça. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!